Hello, que ce soit la première fois que tu sois avec nous ou que tu as l'habitude de regarder nos vidéos, sois le bienvenu. Sur Sans Filtre, on aime aborder des sujets d'actualité, on aime parler des problématiques des jeunes ou encore parler de sujets tout simplement que nous on aime tout en y apportant un regard chrétien. Dans le cadre de mes études, j'ai réalisé un travail sur la délinquance juvénile et sur la violence des jeunes dans les quartiers populaires. Avec mes recherches, mais aussi mon travail professionnel, je vais tout de suite commencer cette vidéo en brisant ce préjugé de mec de quartier populaire égale auteur de violence. Vous comprendrez tout de même dans quelques instants pourquoi on a précisé quartier populaire. Sachez que je suis pas un expert, ni un sociologue, ni un psychologue, mais juste un gars qui se pose des questions peut-être comme vous sur cet enjeu qui est présent dans notre société. En faisant cette vidéo, je repense à ce gars et à cette jeune fille de 14 ans dans l'Essonne qui sont morts à cause de règlements de bande. Je pensais à ce jeune de 15 ans qui a été tué par balle à Bondy ou encore à ces altercations qu'il y a actuellement entre la police et les jeunes d'un quartier à Tourcoing. Et peut-être que vous-même êtes en train de regarder cette vidéo en repensant à une histoire en ce moment. Lorsque les psychologues et les sociologues parlent des facteurs qui mènent un style de vie délinquant, il faut comprendre qu'il n'est jamais question d'un seul facteur. Et c'est pour ça qu'on vire tout de suite cette pensée de mec de quartier sensible égale auteur de violence. La délinquance est le résultat de plusieurs facteurs réunis. Parmi ces facteurs, on peut trouver régulièrement les problèmes de famille, les faibles ressources socio-économiques, les problèmes scolaires, les influences qu'on a, donc les amis avec qui on traîne, et aussi le quartier sensible. Appartenir à un quartier ne nous fait donc pas devenir délinquant. Par contre, habiter dans un quartier où il y a beaucoup de violence et ajouter à cela d'autres facteurs peut mener à un style de vie délinquant. Précisons aussi que tous les facteurs n'ont pas besoin d'être réunis, c'est uniquement la somme de quelques-uns qui mènent à ce genre de vie. Et c'est pour ça qu'on peut affirmer qu'on peut être un délinquant sans forcément appartenir à un quartier populaire. Parmi tous ceux qui regardent cette vidéo, personne ne pourra nier que la violence est présente partout. Il y a des meurtres, des femmes sont battues, des enfants sont battus, des viols, des incestes, toutes sortes de choses partout sur notre planète. Et alors que je veux briser ces préjugés, je veux quand même pas nier non plus qu'il y a des quartiers dans lesquels il y a beaucoup plus de violence que dans d'autres. Des violences dont ce sont les jeunes qui sont les auteurs et qui parfois se traduisent par des rixes, des quartiers contre des quartiers, des bandes contre des bandes. Et alors que je ne tolère et n'accepte aucune forme de violence, c'est vrai que je pense un peu plus aux rixes parce que finalement c'est tellement ravageur. Son impact s'étend sur tellement de monde, pas juste sur les auteurs de violence. Souvent les rixes, ça se termine jamais, c'est tout le temps des confrontations sur des confrontations. Et puis bien souvent les jeunes ne pourront même pas vous expliquer pourquoi ils sont là. Adama Kamara, qui lutte contre les violences dans les quartiers, dira lors d'une interview. Il y a pas de but précis dans les RICS. On peut demander à la plupart des jeunes qui sont dans les RICS, ils pourront pas vous donner la réponse. Moi non plus, parce qu'on malheureusement, on grandit dans le quartier. Comme je le dis souvent, les RICS, c'est comme un héritage. Il continuera en expliquant que les plus petits voient les plus grands se battre contre un autre quartier et finalement, en grandissant, ils grandissent avec cette mentalité qu'ils détestent l'autre quartier sans même les connaître. Et finalement, la violence présente d'aujourd'hui est en train d'éduquer les jeunes à une violence future. On pourrait parler encore des répercussions sur d'autres spectateurs de ces violences-là, notamment les familles. Mais qu'en est-il aussi pour les victimes et pour les auteurs de ces violences? Adama Kamara dira que pour les auteurs, ce qui les attend bien souvent, c'est la mort, la prison ou le handicap. Que tu sois auteur, victime ou spectateur de ces violences, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu crois que Dieu pense au sujet de cette violence. Pour y répondre, je voulais prendre une histoire de Rix qu'on trouve dans la Bible qui commence avec le viol d'une fille, puis ses deux frères vont vouloir se venger et vont donc tremper, piller et même tuer toute une communauté. Et alors que dans cette histoire, on peut se poser la question est-ce que la vengeance est légitime ou non et une histoire qui aurait finalement pu faire les faits divers de notre société. Je me suis dit, je ne veux pas faire une vidéo trop longue et finalement j'ai pensé encore à une autre histoire qui est bien plus impactante que celle-là et qui répondra encore mieux à qu'est-ce que Dieu pense des violences. La Bible nous apprend que Jésus a été livré par les Juifs et crucifié par les Romains. Et lorsqu'on lit l'histoire au sujet de la mort de Jésus, on remarque que cette histoire a été marquée par quasiment, puis peut-être même toutes les formes de violence existantes. Mais avant la crucifixion, lorsque Jésus a été arrêté, l'un des disciples de Jésus a voulu le défendre en usant de la violence. Il va sortir une épée et va couper l'oreille d'un des gardes ennemis. Le motif semblait très légitime, mais Jésus va l'arrêter. Le disciple répond à la violence par la violence, mais Jésus le stoppera et lui dira « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée ». Finalement, tous ceux qui répondront avec la violence périront par la violence. Et à ce moment précis, il est fort probable que ce disciple qui a été arrêté a entendu au même moment dans son cœur le commandement de son maître qui avait dit « Aimez vos ennemis ».
Le pasteur Karl Barth dira que c'est ce commandement-là qui met fin à la violence dans la relation ami-ennemi. Vous savez, aimer ses ennemis, c'est très difficile. Et bien souvent, je trouve ça marrant lorsque les gens ils disent « Ah, mais c'est facile d'être chrétien, il suffit juste d'aimer tout le monde. » Ben voyons, vous savez que aimer ses ennemis, c'est humainement impossible. Ça demande même un miracle. Et finalement, la violence peut être beaucoup cette solution de facilité, cette solution première. Pour le disciple de Jésus, ça a été cette solution de sortir son épée et de couper une oreille. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a pensé de ça? Pour beaucoup, la violence semble être une solution à plusieurs problèmes ou conflits. On veut se venger, on veut retrouver notre honneur, on a été blessé, c'est un de nos potes qui ont été blessés, et donc finalement, on use de la violence. Puis il faut dire, quand tu as été éduqué à cela, eh ben, ça semble être la meilleure et parfois même la seule solution. Mais bien sûr, il y a encore d'autres raisons. L'historien Cubero dira que la délinquance est une réponse pour s'affirmer dans une société où on se sent en décalage. Il dira les affrontements avec d'autres jeunes sont structurants et gratifiants dans la mesure où ils permettent l'affirmation de soi au sein d'un groupe. Pour cela, ne jugeons pas trop rapidement les auteurs de violence parce que qu'est-ce qui se passe derrière ces actes? Mais aux auteurs de violence, sans justifier et excuser le passage à l'acte, j'aimerais vous demander finalement quelles ont été les répercussions amenées à cette violence. Mais aussi, qu'est-ce que Dieu a pensé de cette violence? Et finalement, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, qu'est-ce que votre mère pense de ça? J'avais pensé finir cette vidéo avec une application. Tu sais, une promesse pour finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la violence? Que l'on soit les auteurs, les victimes ou les spectateurs, je pense qu'on peut tous faire quelque chose pour réduire cette violence. Aujourd'hui, par exemple, tu sais que l'échec scolaire peut favoriser un style de vie délinquant. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est proposer de l'aide aux devoirs afin de réduire la possibilité d'aller vers ce genre de vie. Mais finalement, plutôt que de laisser une liste d'applications, j'aurais plutôt voulu vous laisser une question dans laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Répondez afin de nous donner des idées à tous, afin de réduire cette violence. Mais aussi de montrer que qu'importe qui nous sommes, qu'importe notre couleur de peau, qu'importe notre origine, qu'importe de là où on vient ou même de notre religion, qu'il y a des gens qui veulent stopper cette violence. Pour cela, que pourrais-tu faire à ton niveau, avec tes capacités et avec les gens qui t'entourent pour réduire cette violence? À vos claviers, on vous attend dans les commentaires. Ah bye.